Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres. L'enquête de mise en accusation contre le président Trump pour ses efforts en vue d'obliger l'Ukraine à enquêter sur le démocrate Joe Biden était au centre du débat de mardi. Le favori démocrate était évidemment prêt à répondre à ses adversaires. Rudy Giuliani, le président et ses voyous ont déjà prouvé qu'ils sont à plat. Ce que nous devons faire maintenant, c'est nous concentrer sur Donald Trump. Il ne veut pas que je sois le candidat. Il me poursuit parce qu'il sait que si j'obtenais la nomination, je le battrais comme un tambour. Les 12 candidats présents sur le plateau soutiennent l'enquête de mise en accusation, y compris le sénateur du Massachusetts, Mme Elizabeth Warren, qui se trouve actuellement en tête des sondages avec Biden. La destitution est le seul moyen pour nous de démontrer que cet homme ne sera pas autorisé à enfreindre la loi à maintes reprises sans conséquence. Les discussions ont également porté sur le retour du sénateur Bernie Sanders à la campagne après sa récente crise cardiaque. Bien imprégné de la question de la mise en accusation, Sanders semble toutefois plus porté sur son intérêt sur le bien-être des Américains. Je pense que ce qui serait désastreux, c'est de laisser le peuple américain croire que tout ce que nous faisons, c'est d'attaquer Trump en oubliant que 87 millions d'Américains sont sans assurance de santé. Le sénateur du New Jersey, Cory Booker, craignait lui aussi que les électeurs considèrent plutôt l'effort de destitution démocratique comme une démarche partisane. Je comprends l'indignation que nous ressentons tous, mais nous devons mener ce processus d'une manière honorable, qui rassemble notre pays au lieu de le déchirer. Les discussions ont aussi tourné autour des questions liées aux soins de santé, au contrôle des armes à feu et du récent retrait des forces américaines en provenance de Syrie par le président Trump, une décision qui a suscité la colère du candidat Pete Buttigieg. Le massacre perpétré en Syrie n'est pas une conséquence de la présence américaine. C'est une conséquence d'un retrait et d'une trahison par ce président des alliés des Américains et des valeurs américaines. Une colère partagée par le sénateur du Minnesota, Mme Amy Klobuchar. J'aimerais qu'il parle de la façon dont nous sommes en train d'abandonner les Kurdes pour qu'ils soient massacrés. Nos alliés soient massacrés là où la Russie intervient pour les protéger. En quoi cela rend l'Amérique de nouveau puissante? Et j'aimerais entendre de sa part comment le fait de câliner Vladimir Poutine rend l'Amérique encore plus puissante. Cela ne rend pas l'Amérique puissante. La Russie redevient plutôt puissante. Les démocrates tiendront leur prochain débat présidentiel le 20 novembre en Géorgie. Il n'y a pas eu de gagnant clair dans ce débat ici à Westerville. Mais comment y arriver avec 12 candidats sur scène, tous avec le but d'impressionner et de devancer le reste du groupe? Mais quelque chose a changé. La sénatrice Elizabeth Warren semblait à l'aise dans son nouveau poste de favorite, ou tout au moins de favorite commune avec l'ancien vice-président Joe Biden. Warren semble avoir aimé le débat et n'a pas semblé s'inquiéter d'être la seule à faire l'objet d'attaques de la part de tous les autres candidats hier soir. Un groupe de 3 candidats est en train de mettre de la distance entre eux et la dizaine d'autres prétendants à la Maison-Blanche. Joe Biden, Elizabeth Warren et le sénateur Bernie Sanders qui ne semble pas avoir perdu son énergie après sa récente crise cardiaque. Le prochain débat aura lieu le mois prochain en Géorgie. D'ici là, un bon nombre de candidats seront forcés à abandonner la course. Nous avons peut-être vu le dernier débat, par exemple, de Julian Castro, l'ancien ministre du Logement de Barack Obama, ou de Cory Booker, le sénateur du New Jersey, ou encore de l'ancien député du Texas, Beto O'Rourke. Un autre candidat qui cherche à sortir du lot en vue du prochain débat, c'est Pete Buttigieg, le maire de South Bend dans l'Indiana. Il a fait belle figure hier soir et ses réponses passionnées sur la position des États-Unis dans le monde devraient lui donner un petit coup de pouce. Il reste 4 mois avant les premiers votes de cette saison de primaire et d'assemblée électorale démocrate et plus d'1 an jusqu'à ce que les États-Unis choisissent leur président. La campagne de Donald Trump dit que c'est lui qui a remporté le débat ici à Westerville. Le président a commenté sur Twitter qu'il était impossible pour aucun candidat sur scène hier soir de prendre sa place. Les critiques de Donald Trump pourraient maintenant passer de nouveau à Joe Biden, de Joe Biden à Elizabeth Warren, après sa performance qui la rapproche un peu de l'investiture de son parti pour l'élection en novembre 2020.
D'ici là, il reste encore 8 débats entre candidats démocrates et 4 autres entre les candidats présidentiels juste avant l'élection elle-même. Philip Crowther pour VOA Afrique, Westerville, Ohio. Trump demande la fin immédiate de l'offensive turque contre les combattants et les civils kurdes en Syrie. Nous leur avons imposé les sanctions les plus sévères que vous puissiez imaginer. Nous en avons beaucoup en réserve. Et si cela ne s'arrête pas, et s'ils n'obtempèrent pas, y compris des droits de douane élevés sur l'acier, ils expédient beaucoup d'acier vers les États-Unis. Ils gagnent beaucoup d'argent en expédiant de l'acier. Ils ne gagneront plus autant d'argent. Les critiques ont qualifié les actions d'inefficaces et dénuées de sens, et certains analystes disent qu'elles auraient pu être imposées pour apaiser les législateurs américains qui ont critiqué Trump pour avoir abandonné les Kurdes, principal allié dans la lutte contre les terroristes, aujourd'hui à la merci d'Ankara. La Maison-Blanche est à la recherche d'un cessez-le-feu, ce qui signifie que le président Erdogan sera autorisé à conserver les gains militaires qu'il a réalisés au cours des derniers jours sur le terrain. Cela me dit encore une fois que la Maison-Blanche ne veut pas escalader les choses, mais tout pourrait changer en fonction de la manière dont le Congrès agit. Un autre analyste a déclaré que Trump pourrait attendre que les forces du gouvernement syrien soutenu par la Russie, bloque les progrès de la Turquie. Après le retrait des troupes américaines de la zone tampon entre les positions tenues par les Kurdes et la frontière syrienne avec la Turquie, les forces démocratiques syriennes ont conclu un accord avec le gouvernement syrien pour lutter ensemble contre les Turcs. Je pense qu'à ce stade, le gouvernement Trump tente de gagner du temps, alors que le régime d'Assad et son allié russe progressent dans la région et s'implantent dans certains des anciens territoires contrôlés par les SDF. Il se pourrait donc que dans une semaine, l'offensive turque ne soit plus possible. Ekan Erdemir de la Fondation pour la défense des démocraties a déclaré que si ses anciens ennemis réussissaient à repousser l'invasion de la Turquie, Trump ne serait plus obligé d'imposer des sanctions plus sévères à Ankara. Martial Gervais Odenbella, un chimiste camerounais, a décidé de protéger l'environnement en fabriquant du savon et des détergents à base d'ingrédients toxiques. L'idée de recycler et de réutiliser nous est venue d'une demande d'un hôtel qui, dans le cadre de ses activités de cuisson, s'est rendu compte qu'elle produisait d'énormes quantités d'huile qui, à cette époque, étaient déversées dans la nature. Maintenant, soucieux de protéger l'environnement, ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on peut justement faire avec. Tout a commencé en 2014 et aujourd'hui, c'est devenu une entreprise qui produit environ 165 kg de savon et 2 tonnes de détergents liquides par mois. Son idée a même pu mobiliser des adhérents comme les vendeuses de beignets qui se sont associés au projet de recyclage de leur huile. Quand ils travaillaient comme ça, ils versaient le reste d'huile. Mais il y a eu les personnes qui sont passées, me disent que ça salit l'environnement. Ils peuvent récupérer pour faire certaines choses avec. Non, je ne verse plus. Les huiles usées obstruent non seulement les égouts et les caniveaux, elles polluent aussi l'environnement et peuvent nuire à la faune. Leur recyclage est un projet noble, selon le chercheur écologiste Franz Tafungang. Cette voie, ce pan, est à encourager grandement parce que cette huile est prioritairement toxique lorsque on doit la consommer, mais valorisée par la voie du cosmétique, on n'encourt aucun danger. Le laboratoire Biotex indique que les hôtels de Douala produisent à eux seuls 20 000 litres d'huile usée par mois. Odenbella pense qu'il a besoin de plus de personnel pour venir à bout des quantités importantes d'huile usée déversées au Cameroun. Plus il y aura des personnes formées et plus aussi nous allons aussi arriver à un niveau où on aura vraiment la protection, on pourra vraiment protéger l'environnement. Quoi de mieux pour assainir l'environnement que de transformer la pollution en savon? Une chose est sûre, Martial Gervais Odenbella ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le Festival international de la photo rassemble des centaines de créateurs partageant la même passion pour la photographie. Les organisateurs disent que le festival a pour but de sensibiliser le public à l'importance et à la pratique de l'art de la photographie. Le Festival international d'Abuja est une initiative civique qui vise à encourager les photographes, qu'ils soient jeunes débutants, moyens ou professionnels, sur le fait qu'on doit commencer à utiliser les images que nous filmons pour un meilleur changement.
Durant ces 4 jours, pas moins de 42 images sont dans la salle d'exposition d'Abuja, le plus grand nombre de photos depuis la création du festival il y a 3 ans. Quelques 250 photographes et représentants participent à l'édition de cette année. Le portrait géant d'Aromé, un jeune homme de 17 ans, a attiré notre attention. Le travail que vous voyez exposé ici est un jeune qui se débrouille. Ce jeune homme est un mineur, il a 17 ans, il a 3 pirogues qu'il utilise pour survivre. Pour moi, c'était vraiment merveilleux de le rencontrer. J'ai échangé avec lui et il m'a tout expliqué et cela m'a vraiment impressionné. Beaucoup d'entre nous à cet âge ne faisaient rien. Au Nigeria comme ailleurs sur le continent, la photographie fait partie du quotidien des populations. Les photographes qui vivent dans les capitales africaines restent des témoins de l'évolution de leur société. La photographie nous permet de nous exprimer et toutes les images que je viens de voir nous racontent des histoires uniques. Vous avez des photos des enfants qui se battent pour leur vie eux-mêmes et ils ne vont pas à l'école. Vous avez des photos d'autres enfants qui vont à l'école mais qui manquent de soutien. Vous voyez aussi des enfants affamés qui vont à l'école. Le Festival international de la photo d'Abuja permet aux photographes du continent et d'ailleurs de débattre et d'utiliser leurs images pour encourager un changement positif dans la société. Bonsoir à tous. Effectivement, l'Algérie a réussi sa fête contre la Colombie en France. Les Algériens ont battu les Colombiens 3-0 en amical pour leur premier match sur le sol français depuis 2008. Un but de Bagdad Bounedjah et un doublé de Riyad Mahrez ont permis donc au Fennec de l'emporter. Et 10 ans après la dernière rencontre des Fennec en France, plus de 40 000 supporters algériens se sont rendus au stade Pierre-Moreuil de Lille donc pour admirer les champions d'Afrique en titre. Soirée compliquée par contre pour le Maroc battu par le Gabon à Tanger 3-2. Après la CAN, les Marocains ont enregistré 2 matchs nuls, une victoire et une défaite dans les matchs amicaux. Sous l'ère du coach Vaïd Alilozic, bon début en revanche pour le Gabon du nouveau sélectionneur Patrice Neveu qui comprend la situation que traverse son collègue d'en face. Pour qu'un collectif s'épanouisse complètement et amène son véritable potentiel, c'est tout un tas d'ingrédients qui font que le coach Waïd est arrivé depuis peu de temps. Je pense qu'il est en train de chercher des solutions pour amener des plus. Il prend la succession du collègue Hervé, comme je disais, qui avait beaucoup donné chez vous. Il faudrait pas que ça installe le doute au sein de ses équipes. Mais vous avez des joueurs à fort potentiel dans toutes les lignes et qu'après on était avertis là-dessus, quoi. En Tunisie, Fatih Djebal prend les rênes du club sportif sfaxien. Le club sportif sfaxien a trouvé un accord avec le tacticien tunisien pour diriger l'équipe première. Le CS sfaxien était sans entraîneur depuis le départ du Serbe Nebojša Jovovic. Fatih Djebal aura à ses côtés sur le banc Abdelhey Ben Soltan comme entraîneur adjoint et Walid Ben Hassine comme entraîneur des gardiens. Rappelons que Djebal a dirigé le CS sfaxien après le départ de Rui de Krol la saison dernière. Et pour finir, Lionel Messi a reçu son 6e soulier d'or européen. Le capitaine du Barça a décroché à Barcelone la récompense annuelle attribuée au meilleur marqueur des championnats européens. Messi, qui a inscrit 36 buts la saison passée, est talonné de 3 buts par Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. Avec son 3e soulier d'or consécutif après 2010, 2012 et 2013, la Pulga a encore pris un peu plus d'avance au palmarès du trophée sur son éternel rival Cristiano Ronaldo, qui en compte 4, tandis que son coéquipier actuel, l'Uruguayen Luis Suarez, a enlevé 2 souliers d'or en 2014 et 2016. Ce trophée, on le rappelle, a été créé en 1967. Voilà, c'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Le hip-hop a ses racines aux États-Unis, mais c'est aussi un mouvement mondial, y compris ici au Ghana. À travers le breakdance, le rap, les mix des DJ, les graffitis, fans et artistes montrent l'influence généralisée du hip-hop et la manière dont il a été réinventé au Ghana. Silor Matikpo dirige la section création de Yo-Yo Teens, une plateforme dédiée à la promotion du hip-hop en Afrique, et il est le cofondateur du festival annuel de hip-hop du Ghana. Il y a eu beaucoup de transformations, beaucoup de fusions. Certaines personnes parlent de afro-hip-hop, d'autres disent afro-trap. Donc nous avons toujours des influences des États-Unis, mais il y a aussi ce côté qui essaie d'intégrer ce que nous avons ici, la culture dans le hip-hop.
Donc, il a différentes formes. Selon Atikpo, le hip-hop a évolué au Ghana, de ses débuts avec des cassettes importées des États-Unis jusqu'à aujourd'hui où des artistes ghanéens rappent dans leur dialecte pour raconter leur propre histoire. Le festival hip-hop du Ghana s'est concentré cette année sur la danse. La danseuse camerounaise Ornella Chinjo souligne comment les sons, la mode et la danse de toute l'Afrique ont également influencé les artistes américains. Il faut juste connaître les deux cultures et savoir où chacune d'elles se trouve. La fusion se produit donc non seulement de notre côté, mais aussi là-bas, parce que je pense qu'il a été perçu que les deux cultures sont riches et ensemble elles sont même énormes. Quant aux organisateurs du festival, ils disent que les futurs festivals se concentreront sur différents éléments du hip-hop, à la fois pour célébrer ceux qui se trouvent sur la scène et pour encourager les autres à faire l'expérience de la richesse culturelle du Ghana. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellente soirée à toutes et à tous.